Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez grave et assez sérieux, qui est la catastrophe nucléaire française. Dans un autre poste, je traiterai de nos centrales pourries, du bilan désastreux du nucléaire militaire français, de la pollution généralisée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl et des mensonges officiels. Mais aujourd'hui, je vais me consacrer plutôt à une question qui est traitée dans mon livre sur les ovnis, les crop circles et les abductions. Que s'est-il passé en France dans les années 50, au début du programme nucléaire? En effet, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle met en cause la famille Rothschild, De Gaulle, les sectes, les services de renseignement et l'armée. Alors, que s'est-il passé? En 1954, en France, une vague de phénomènes aériens non expliqués, donc comme OVNI, comme on disait à l'époque, objets volants non identifiés, fait le gros des titres des journaux. La gendarmerie nationale reporte 472 cas d'atterrissage de soucoupes volantes et autres objets. Une fiche spéciale est créée pour réaliser un traitement statistique le 27 juillet 1954 par les états-majors de l'armée qui sont très inquiets de la situation. Un rapport est remis au président du Conseil par le major général de l'armée de l'air le 25 septembre 1954. Il faut dire que la France vient d'initier son programme nucléaire militaire et civil et que l'OTAN livre des bombes atomiques à ses alliés. Les créatures apparues lors des phénomènes aériens non expliqués sont des êtres tout à fait baroques. Il y a des êtres à tête d'animaux, poilus, des martiens, des robots, qui annonce les films de science-fiction de la décennie suivante. Là encore, et j'y reviendrai dans un autre post sur les ovnis, on a un phénomène d'anticipation mimétique. Donc on dirait que les intelligences qui se manifestent aux humains, et à chaque fois liées au nucléaire, vont utiliser des choses qu'on va retrouver dans les fantaisies de science-fiction dans les décennies qui suivent. Dans les années 1970, des études compilant des observations depuis 1947 et qui ont été réalisés par la gendarmerie, mettent en lumière un fait qui est assez intéressant. Plus de 80% des manifestations de phénomènes aériens non identifiés et d'apparitions d'ovnis et de rencontres du troisième type se font sur des couloirs de 400 mètres de large, selon un schéma qui est appelé harmonique 33. Il s'agit d'un réseau en croix et diagonale couvrant la planète entière, dont la France, et formé de carrés de 33 000 marins de côté, c'est-à-dire 61,111 km. Ce qui est intéressant de nos jours, c'est que ce schéma concerne également les apparitions de crop circles. Donc on sait qu'il y a des crop circles qui sont faits par des humains. On soupçonne les militaires d'en faire un certain nombre. Il y a déjà eu, il y a eu effectivement des aveux, excusez-moi, il y a effectivement eu des aveux de militaires que certains crop circles avaient été réalisés par eux. Mais il y en a certains qui sont assez intrigants puisqu'ils sont faits selon la structure du cube de Métatron et ils apparaissent systématiquement sur ces points de l'harmonique 33. Je vous mets le lien en dessous pour que vous sachiez ce qu'est cette harmonique 33. Lors d'un exercice d'attaque en date du 7 septembre 1977, un Mirage 4 de l'armée française, porteur de la bombe atomique, a fait une rencontre du troisième type, donc un pan intimide Hervé Giraud et son copilote Jean-Paul Abraham, qui sont tous les deux donc des navigants de l'armée de l'air française. L'objet vole sur eux à plus de 6000 km/h et identifié par les radars et filmé par les témoins. Les deux témoins et leur expérience sont cités dans le rapport Cometa sur le rapport des phénomènes aériens non identifiés et la défense nationale. Donc, on est dans une situation extrêmement grave pour l'armée française dans les années 50, 60 et 70 où elle développe son arsenal nucléaire, c'est qu'il y a des apparitions d'OVNI qui sont extrêmement intimidants, pas seulement en France, ça s'est déjà produit en Suède, ça s'est produit dans d'autres pays, les États-Unis notamment, la Russie. À chaque fois que nous utilisons la technologie nucléaire, il y a des apparitions de phénomènes aériens non identifiés. En 1999, donc après 3 mois de travail d'un comité privé présidé par le général Denis Letty, un de ses membres, Jean-Jacques Valasco,
remis au Premier ministre français Lionel Jospin un document non officiel intitulé le rapport Cometa. Donc on a un groupe de militaires présidé par un général de l'armée de l'air qui remet donc un document au Premier ministre Lionel Jospin et au président de la République Jacques Chirac. Cette opération, elle est suivie d'une publication d'un ouvrage tout public qui est intitulé « Les ovnis et la défense. À quoi devons-nous nous préparer ?» Ce rapport est un document de 90 pages que je vous invite à lire en 3 parties distinctes et avec une conclusion qui compile des cas français et étrangers étudiés depuis une soixantaine d'années, insistant sur les aspects qui concernent la défense nationale. Alors ont collaboré à ce rapport Jean-Jacques Valesco, qui est membre du CNES, le commissariat national aux études spatiales, l'ex-directeur du GEPAN, qui est devenu le CEPRA ensuite, c'est-à-dire le groupe d'études des phénomènes aériens, le général Domange de l'armée de l'air, Edmond Campagnac, qui est ancien directeur technique d'Air France, le professeur André Lebeau, l'ancien président du CNES, et le général de l'armée de l'air, Bernard Norlin, qui est ancien directeur de l'IHEDN. Christian Marchal, de l'association Cometa, précise au sujet de ce rapport: lorsque nous l'avons remis, il n'y a eu aucune réaction officielle. Et en effet, il y a un groupe de militaires au plus haut niveau de l'état-major qui disent qu'on a un problème avec le nucléaire et les ovnis. Ils le documentent, ils ont des photos, ils ont des témoignages, ils ont la preuve que les Américains ont récupéré des objets. Ils apportent cette preuve et il n'y a aucune réaction du Premier ministre Lionel Jospin et aucune réaction de Jacques Chirac. Pire, les auteurs du rapport Cometa convoquent la presse vient et le sujet n'est absolument pas relayé dans les grands médias. Bref, tout le monde s'en moque. On a un groupe de militaires au plus haut niveau qui nous disent qu'ils ont des objets, qui nous disent qu'il y a une présence non humaine sur Terre et tout le monde s'en moque. Il faut savoir en effet que les auteurs du rapport Cometa concluent à la réalité physique, et je cite, à la réalité physique certaine d'objets volants totalement inconnus, et qu'au vu des prouesses mesurées de ces ovnis, l'hypothèse extraterrestre paraît la plus probable ou la plus crédible. Le rapport différencie la réalité de l'existence d'ovnis et la notion de visiteurs extraterrestres. Pour nos militaires, les ovnis existent, le matériel existe. Quant au fait qu'il s'agisse de visiteurs extraterrestres, ils disent que c'est une hypothèse, car en effet, un certain nombre de militaires pensent qu'il s'agit d'une race qui s'est d'abord développée sur la Terre et qui ensuite aurait migré vers les autres planètes du système solaire. Le 20 septembre 1980, le site de silo de missiles nucléaires de Saint-Christol sur le plateau d'Albion dans le Vercors a été survolé par un ovni. Le 8 septembre 2012, la centrale atomique de Cattenom en Moselle a été survolée par un ovni lumineux et polymorphe qui a été filmé par un journaliste et la vidéo mise en ligne. En novembre 2014, tous les sites nucléaires français sont survolés en même temps, en l'espace de 2 jours, à chaque fois par 18 ovnis. L'État a mis en cause des drones russes, mais le directeur de la centrale nucléaire du Blayais, Pascal Pesani, parle clairement d'OVNI et il le fait devant les caméras de France 3. On sait que l'opérateur EDF a confisqué tous les films de ses employés sous la menace de les licencier et qu'ils ont été remis au service de renseignement. Là encore, personne n'en parle. Le 3 septembre 2015, 3 chercheurs français ont publié un rapport qui a fait grand bruit. Il s'agit de Thibault Laurent, qui est ingénieur statisticien au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et Christine Thomas-Hagan, qui est professeur universitaire de mathématiques, et Michael Vaillant, informaticien et expert au GEPAN. Le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils établissent un lien certain, mathématique, statistique et documenté par des photos entre les PAN et le nucléaire. Donc il y a un rapport entre les ovnis et il y a un rapport avec le nucléaire que j'ai expliqué dans un de mes précédents posts, qui est que cette technologie n'est pas humaine et est de la rétro-ingénierie. En mai 2018, des PAN survolent pendant 2 heures la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace. L'usine est une des plus décriées par les écologistes pour son risque d'inondation important et sa position dangereuse sur une faille sismique. En 2019, suite au rapport Cometa et au rapport de 2015 de ces 3 chercheurs français, le président Emmanuel Macron a décidé de fermer définitivement cette centrale avant l'été 2020. Avant l'été 2020, alors que les Allemands ont demandé 10 ans avant de démanteler. Donc on sait qu'il y a un problème avec cette centrale et que la France a un problème avec le phénomène OVNI. Et pour mieux l'illustrer, il faut aborder le cas Jean Miguer.
Jean Miguer, qui est né en 1940 et mort en 1992, est un Français victime d'un accident de la route le 11 août 1969 dans lequel un extraterrestre nommé Strub lui serait venu en aide physiquement puis par télépathie. Jean Miguer dut subir de nombreuses opérations et ne survécut que par miracle. Après son rétablissement, Jean Miguer livra son récit dans 3 livres à succès qui ensemble cumulent presque 1 million de tirages. J'ai été le cobaye des extraterrestres, le cobaye des extraterrestres face aux scientifiques, et en 1996, l'année de la révélation. Il donna des dizaines de conférences de 77 à 91 tout autour du monde avant d'être assassiné en 1992 par son beau-père. Selon Strub, la décision de prendre contact avec un humain est motivée pour les extraterrestres par l'usage, ou plutôt les intraterrestres, par l'usage du nucléaire puis le voyage sur la Lune des astronautes nord-américains. En effet, les intraterrestres seraient une race ovidienne née sur Terre qui vivrait dans notre sous-sol, car elle est de la même famille que les serpents et les oiseaux, et aussi sur la Lune, les lunes de Jupiter et sur Mars. Donc ces intraterrestres étaient inquiets de voir l'humanité gagner l'espace avec leur mentalité destructrice et aussi s'aventurer plus profondément dans le centre de la Terre avec les Dumbs aux États-Unis. Donc ces intraterrestres annoncent vouloir prendre contact massivement en 1986 si les humains sont prêts, mais cette année-là il ne se passera rien de particulier. Par contre, en 1989, on a la vague belge qui durera 3 ans, en forme de triangle et vue par des centaines de témoins sur la Belgique et les États voisins, à une époque où on met déjà en cause tout l'arsenal nucléaire belge. C'est-à-dire que l'OTAN stocke des armes atomiques en Belgique, notamment les fameuses SS-20 avec des charges nucléaires, et d'autre part, les centrales nucléaires belges apparaissent pour ce qu'elles sont pourries. Et ça s'est pas amélioré depuis. Plusieurs éléments sont troublants dans l'affaire de Jean Miguer. Jean Miguer semblait suivi en permanence par des ovnis. Il en annonçait la présence à volonté et les manifesta devant plusieurs témoins, y compris avec des caméras, tout au long de ses voyages pour faire connaître son aventure et les messages de paix et antinucléaires de son correspondant intraterrestre Strub. Dans son deuxième ouvrage, Jean Miguer fait état de connaissances scientifiques qui sont incompatibles avec son niveau d'éducation et son appartenance sociale. Alors tout change après son 3e ouvrage, qui est là un désastre, où Jean Miguer devient un autre homme. Il semble qu'il y ait des pressions qui étaient exercées sur lui. Il publie une lettre mystérieuse qu'il dit non destinée au lecteur, mais à des tiers qui se reconnaîtront. La lettre est écrite dans une langue curieuse qui est une sorte d'ancêtre du sumérien et des langues sémitiques, qui apparaît pour la première fois dans le cadre de la possession au XVIIe siècle d'une religieuse italienne et par la suite dans plusieurs apparitions d'extraterrestres aux États-Unis et au Brésil. Le texte a été traduit, s'est avéré une longue liste de blasphèmes et de propos anticléricaux. Je renvoie au film autobiographique Rencontre du 4e type. Donc pas Rencontre du 3e type, mais Rencontre du 4e type. Jean Miguer met en garde sur les armes climatiques inventées. Donc on est en 1979. Jean Miguer met en garde contre les armes climatiques inventées par Nikola Tesla et annonce la venue d'une ingénierie climatique destructrice dans la main des Russes et des Américains, qui d'ailleurs fait l'objet d'une tentative d'interdiction mondiale dans le cadre d'une convention internationale sur les armements négociée en août 1975 à Genève en Suisse. Donc en 1979, Miguer produit son livre, mais en 1975, on a déjà une tentative de convention internationale sur l'interdiction des armes climatiques et des armes psychotroniques. Le livre de Jean Miguer, donc le dernier, a une préface qui est signée par un évêque exorciste qui est d'une singulière église gallicane. Dans ce livre, Miguer fait totalement volte-face, il a une espèce de crise mystique et il attribue son expérience à une possession démoniaque et non à des intraterrestres ou des extraterrestres, et il le prouve par le récit du contenu de ses séances d'hypnose. Hypnose réalisée par cet archevêque de l'église anglicane. Miguer va livrer des prophéties pour les années 86 à 2000, dont aucune ne s'est réalisée, mais qui sont très très présentes chez les gallicans de l'époque. Désormais, pour Jean Miguer, les ovnis sont bien liés au nucléaire et aux armes de contrôle climatique et mental. Toutefois, les intraterrestres qui s'arrêtent à lui par télépathie depuis son accident de 69 sont de nature démoniaque. Alors là, on voit que Miguer a une partie des informations qui semblent exactes des extraterrestres, et d'autre part, il est rentré sous le pouvoir d'une secte gallicane qui lui fait un véritable lavage de cerveau et qui le convainc que les ovnis sont des phénomènes démoniaques. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est un vieux cheval de bataille de l'église. Hein. Donc ce religieux arrive à convaincre Jean Miguer que les ovnis ne sont pas réels et que Strub lui ment. Il prétend que les ovnis sont des démons qui s'introduisent dans notre dimension et utilisent le chaos généré par nos technologies, notamment l'énergie atomique.
L'apparence extraterrestre des phénomènes aériens et des adductions serait une tactique mimétique utilisée par des démons en imitant nos moyens de transport par anticipation et en se saisissant de nos croyances collectives et en s'inspirant de nos productions artistiques. Qu'est-ce que cette église gallicane, dans lequel Jean Miguer est passé, abjurant sa foi dans son aventure pour en adopter les thèses? Alors, ce mouvement sectaire, coupé de l'église catholique romaine, est apparu au XVIIe siècle. Il s'appuie sur les positions philosophiques du cardinal français Bossuet, qui reproche au pape son intervention au sein du clergé national français. Le clergé français est alors favorable à une émancipation de Rome sur le modèle anglais, anglican, qui est justifié par la philosophie des Lumières et l'adhésion de nombreux prélats à la franc-maçonnerie. Au début de la Révolution française, l'Église gallicane obtient l'adoption de la Constitution civile du clergé du 4 janvier 1791 qui fait des religieux des fonctionnaires salariés de l'État, engagés à la loyauté envers la République par un serment de fidélité à la Constitution. Le pape Pie VI condamne cette constitution civile du clergé et le clergé français se divise. Le projet avorte donc. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une nouvelle tentative aboutit à la création de plusieurs églises gallicanes, certaines sur la base du culte anglican. L'Église catholique gallicane universelle est une de ces églises dissidentes prétendant revenir au culte médiéval et à sa démonologie. Le beau-père de Jean Miguer, un ufologue convaincu, ne supporte pas cette volte-face de Jean Miguer et le tue à bout portant de sang-froid avec un fusil de chasse le 28 juillet 1992. Il indique au juge chargé de l'enquête que sa motivation est la suivante. Il ne voulait pas que son beau-fils fasse une secte dangereuse avec ses fous gallicans. Cette aventure n'est pas unique. Beaucoup d'ufologues passionnés, lassés du polymorphisme des ovnis, recherchent des explications dans d'autres domaines, en particulier les effets collatéraux de la technologie militaire et civile, c'est-à-dire le nucléaire, les armes psychotroniques et de contrôle climatique comme HARP pour les Américains ou Soura pour les Russes fabriquées sur la base des découvertes de Nikola Tesla. Certains, dans les sciences sociales, cherchent des réponses comme la sociologie ou la psychologie ainsi que la psychiatrie. Certains ufologues retournent alors aux mythes et aux légendes anciens, certains aux religions, et ces derniers développent parfois des arguments exclusivement fondés sur la démonologie. Il est vrai que les ovnis peuvent relever de tous ces domaines. Il est tentant de les classer dans un seul. Cependant, à chaque fois, cette tentation conduit à en réduire l'étude à un seul point de vue. Culte ou peur des extraterrestres, culte ou peur de la technologie, culte ou peur de religion, du religieux, il est évident que ces extrêmes sont bien présents dans la culture ufologique contemporaine. Il est plus sain de s'éloigner du culte et de la peur pour une position ouverte. Qui est le fondement de la démarche scientifique? Qu'est-ce qu'un pan? Dirait un scientifique. Qu'est-ce qu'une abduction? Dirait un savant. Est-ce réel? Étudierait un scientifique. Comment l'expliquer? Avancerait un savant. Et comment le démontrer? Ferait-on dans un laboratoire? Tous ceux qui se sont intéressés aux problèmes extraterrestres en France ont été soit ridiculisés et ont vu leur carrière brisée, c'est par exemple le cas du physicien Jean-Pierre Petit, soit ont été harcelés et menacés de mort par des agents des services de renseignement, comme l'a prouvé publiquement le romancier et journaliste Jimmy Guilleux. Il est vrai que toucher au nucléaire est un sacrilège dans le pays de l'atome, dont les frontières sont étanches aux nuages radioactifs américains, ukrainiens ou norvégiens, et dont les 2 rejets de plutonium de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux n'ont fait l'objet d'aucun traitement par la peste pendant 30 ans. En effet, depuis 30 ans, et même avant, depuis le début du nucléaire, EDF a rejeté du plutonium dans les eaux, dans l'air, mais ça a toujours été motus et bouche cousue, parce que l'intérêt pour l'armée d'avoir une bombe atomique pour casser un bras à la Russie était beaucoup plus intéressant que sauvegarder la population française. Le jour où les Français réaliseront ce qu'ont fait de leur beau pays l'armée nationale française, les services secrets de la police, EDF et Areva, je crois qu'ils pleureront. Et je crois qu'avec la psychotronique, avec le phénomène OVNI, avec les armes climatiques et avec tous les sujets que j'ai abordés dans ces posts, si vous avez encore la moindre confiance dans l'armée française et dans la police française et dans le gouvernement français, c'est vraiment que vous êtes bon pour aller mettre votre bulletin dans l'isoloir. Et tant qu'à être dans l'isoloir, eh ben, faites-vous mettre une camisole d'isolement parce qu'il faut être fou allié pour avoir une quelconque confiance dans ce système. Ce système est pourri par l'argent et l'hypocrisie, petit bourgeois. Ce système est animé par une caste politique qui est absolument corrompue, magouillarde et vendue. Et nous avons au sommet des religions qui sont des fanatiques qui ne rêvent que d'une chose, c'est de revenir au temps de l'Inquisition et de casser les bras à la science pour un prétexte quelconque. Je serais trop appelé comment fonctionne la pyramide Illuminati. Elle fonctionne à 4 niveaux. Le premier niveau,
de ce qu'on appelle les 4 co, c'est le consentement passif des peuples. Le peuple consent passivement, parce que pour lui, il n'a pas à se renseigner, il n'a pas à prendre décision. Il est le peuple, et le peuple est passif. Ensuite, au-dessus, on a les gens qui normalement sont un petit peu plus instruits, qui devraient prendre des décisions. Eh bien, ils collaborent. Donc, que ce soit les médecins, que ce soit les scientifiques, les gens ont peur pour leur carrière, alors ils collaborent, comme on a collaboré à Hitler, comme ils auraient collaboré à Staline, ben on collabore au système ambiant, parce qu'on a peur pour sa carrière professionnelle, et qu'on voit bien que Jean-Pierre Petit ou d'autres ont été sanctionnés. Donc, après cette bonne hypocrisie générale, on a cette hypocrisie carriériste. Donc, consentement passif, collaboration. Au-dessus, on a la corruption des politiques qui sont parfaitement au courant pour la majorité d'entre eux. Hein. Donc, on a le choix. On a soit des marxistes internationalistes, soit des nationalistes fascistes, soit des supranationalistes sionistes. Et en dehors de ça, aucun parti ne peut se constituer. On est obligé de rentrer dans un camp, sinon pas de couverture médiatique et pas d'électeurs. Et là, on s'aperçoit à quel point la classe politique française est corrompue. Et au sommet, on a bien sûr une conjuration, la conjuration du système bancaire. Et au sommet de cette conjuration du système bancaire, on a évidemment la tribu de Dan, qui a apostasié le judaïsme, qui est rentré dans le christianisme, qui est l'auteur et l'animateur de l'oligarchie marchande qui nous étrangle depuis au moins le XIVe siècle, après avoir réglé son compte aux Templiers, et qui, en fait, est animé par une espèce de projet délirant de nouvel ordre mondial. On s'aperçoit que loin d'avoir une aide des petits gris ou des autres entités extraterrestres, ce gouvernement mondial pourrait se saisir de cette question et la retourner contre l'humanité en accusant nos amis ou nos visiteurs intraterrestres ou nos amis extraterrestres que, en fait, ils représentent un danger. Franchement, si les intraterrestres étaient un danger et si les extraterrestres étaient un danger avec autant d'observations, pensez-vous qu'on en serait dans la situation où on en est? Non. Donc nos visiteurs extraterrestres et nos colocataires intraterrestres nous ont montré qu'ils ne voulaient aucun mal. Par contre, on sait qu'il y a une tribu exclue du judaïsme, devenue chrétienne et qui est en train de l'apostasier dans une forme de satanisme qui est la tribu de Dan, et qu'elle est aidée en majorité par des khazars, donc des nomades. Donc, chers amis, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. La paix de Dieu soit avec vous. Salam, shalom. Et n'oubliez pas le pouce. Ciao.